Voici le vidéo pour les programmes d'exercice de la région cervicale, présenté par Diane Racette, physiothérapeute. Nous pouvons regarder pour les exercices les diviser en exercices de mobilité générale. Donc, si on a une limitation articulaire, on peut vouloir faire des exercices pour augmenter l'amplitude articulaire. On peut le faire aussi pour améliorer la qualité du mouvement. Dans la région cervicale en particulier, on peut vouloir aussi travailler pour aller chercher de la mobilité dans une région en particulier. Donc, si on vient faire de l'extension, on peut vouloir travailler l'extension crânio-vertébrale et non l'extension mi-cervicale. On peut vouloir aussi travailler le contrôle du mouvement. Donc, c'est-à-dire que je peux travailler mon extension et avoir dans la région mi-cervicale un problème avec trop de cisaillement dans la région mi-cervicale. Donc, je vais devoir rééduquer mon patient par rapport à faire son mouvement de la bonne façon. Fait que dans mon exemple à gauche, mon patient fait de la rotation gauche. Je peux utiliser un miroir qui est devant lui, donc il regarde le miroir pour faire son exercice de mobilité. On peut lui dire aussi d'imaginer que ses yeux sont des lasers et lui demander de tourner en maintenant ses lasers sur un même niveau. Donc, on va éviter les mouvements de compensation qui seraient trop en flexion latérale. Lors de la rotation, souvent, ce qui peut se produire aussi, c'est des mouvements de cisaillement antérieur au niveau de la tête. Donc, la tête part en protraction. Pour des exercices de mobilité en flexion latérale, on peut utiliser la main qui va être appuyée sur le côté de la région qu'on veut mobiliser. Donc, la main peut servir de levier. On demande au patient de venir faire une bonne pression en cisaillement ou une pression pour créer l'axe de mouvement et on lui demande de fléchir par-dessus. Pour faire un mouvement vers l'extension, comme j'expliquais tantôt, on peut travailler avec placer une main au niveau de la trachée. Alors, j'ai des doigts qui sont en antérieur, qui vont stabiliser, pas stabiliser, prendre conscience du mouvement. Donc, je pourrais demander au patient de placer ses mains au niveau de sa trachée en antérieur et de venir faire une extension et de s'assurer qu'il n'y a pas de mouvement de cisaillement antérieur. Si on veut travailler plus particulièrement à aller chercher la mobilité à un niveau, on peut utiliser les principes de Mulligan. Alors, avec une serviette, on peut venir faire un mouvement vers l'extension dans notre image de gauche. Mon patient vient utiliser la serviette, vient faire un léger cisaillement vers l'avant et vient faire un mouvement d'extension vers l'arrière. Donc, on aide à faire un mouvement de mobilité en extension. Dans l'image de droite, on peut utiliser les mains qui sont croisées. Donc, la serviette qui vient croiser à ce niveau-là, je peux soit l'utiliser pour la rotation ou pour venir faire un mouvement de flexion unilatérale. Si je venais faire un mouvement de rotation, mon mouvement va être plus à niveau comme il est là. Puis si je venais faire un mouvement de flexion unilatérale, sa main droite, dans ce cas-ci, serait plus crânienne. On peut vouloir aussi travailler la mobilité myofaciale. Alors, il y a différentes écoles de pensée qui peuvent nous amener à penser qu'on pourrait vouloir étirer certains muscles. Le groupe de Yanda ont tendance à penser que des muscles peuvent venir tendus, donc ils ont aidé à se raccourcir et auraient besoin d'étirement. On a toujours besoin à ce moment-là d'utiliser origine-insertion et d'éloigner l'origine-insertion pour aller chercher une certaine longueur. Les gens qui sont plus de la pensée de contrôle musculaire vont penser qu'un muscle va venir se tendre parce qu'il est trop sollicité. Donc, on va utiliser des muscles longs de façon inadéquate, plus en positionnement ou en posture. Puis ces muscles longs-là vont devenir trop toniques et vont nous donner l'apparence d'être très tendus et avoir besoin d'être étirés. J'ai trouvé par expérience que ces muscles-là, si on corrige la position altérée, puis qu'on utilise les muscles de la bonne façon, donc on utilise plus nos muscles de posture pour faire la posture et nos muscles longs pour faire des mouvements, à ce moment-là, on va retrouver un tonus qui est plus adéquat, puis on va être capable on va éviter d'aller étirer un muscle qui est déjà sursollicité.
On peut avoir aussi une perte de mobilité qui pourrait être entraînée par une tension neuroméningée qui serait augmentée. Donc, dans la région cervicale, c'est très fréquent d'avoir nos racines cervicales, disons, qui peuvent être héritées, qui créent une certaine adhérence, probablement suite à un problème inflammatoire qui s'est installé. Puis on peut avoir soit une tension augmentée, puis nos muscles peuvent aussi, il peut y avoir différentes choses. On peut avoir un muscle qui vient se tendre pour protéger le nerf. On peut avoir aussi une certaine adhérence autour du nerf qui fait en sorte qu'on a perdu une certaine mobilité. Puis tout ça va s'amener par notre diagnostic différentiel. Mais si je veux venir faire des exercices pour augmenter ma mobilité, je peux utiliser des exercices qui sont soit de type de soie dentaire, soit des sliders, ou par rapport à plus augmenter la tension, qui sont plus des tensioners. Quand je viens faire, dans l'image de gauche, ici, je viens faire un slider. Donc, quand je viens mettre une tension sur mon nerf lors de mon UNNT1, qui est principalement mon nerf médian, donc je vais vers l'extension, j'augmente une certaine tension, je relâche en proximal avec une flexion latérale ipsilatérale. Dans le cas de droite, pour le même nerf, je viens faire un tensioner. Donc, quand je viens faire une extension au niveau du coude, j'augmente en même temps, je viens faire une flexion latérale contralatérale. Donc, j'augmente la tension dans le nerf. On peut essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Si j'ai un problème qui est plus un problème au niveau d'une interface, je vais vouloir travailler avec un slider. Si j'ai un problème qui est plus intraneural, je vais vouloir travailler plus avec un tensioner. Vous verrez ça plus dans la région aussi, quand on va parler de la région neuroméningée dans d'autres sections. Maintenant, on veut regarder le programme d'exercice pour le recrutement des muscles. On va considérer la région cervicale comme les autres régions comme étant composées de différents groupes musculaires. Les groupes musculaires profonds sont les muscles qui sont courts, qui sont des muscles stabilisateurs sur lesquels on va vouloir travailler dans le cas d'inhibition ou dans le cas entre autres, de douleur. Puis ils ont été bien documentés dans la littérature qu'en présence de douleur, ils deviennent inhibés. Si on ne les retravaille pas de façon spécifique, ils ont tendance à rester inhibés. Et c'est ce qui peut entraîner de la chronicisation des conditions. Les muscles, on peut avoir aussi des muscles qui sont plus des muscles qui sont un peu plus longs, mais qui peuvent aussi être stabilisateurs. On peut avoir aussi les muscles vraiment les plus longs, les muscles les plus superficiels, qui sont plus des muscles mobilisateurs qui ne devraient jamais être utilisés dans des positions de posture. Ces muscles-là ont tendance à se raccourcir parce qu'ils sont souvent trop sollicités. Alors, on va commencer dans le programme de stabilité. On peut les diviser en les divisant de façon arbitraire comme étant des exercices de stade 1, de stade 2 et de stade 3. Vous allez voir que ces exercices-là, on les divise de cette façon-là, mais souvent, il peut y avoir un petit peu de chevauchement entre les différents stades. Ce n'est pas une ligne qui est vraiment très nette, elle peut être floue un peu. Alors, on peut les diviser encore là en commençant par les muscles fléchisseurs profonds. Alors, on va parler de travailler nos courts muscles. Alors, on va commencer par les fléchisseurs profonds. Pour commencer, on veut retrouver premièrement la position neutre. Alors, le patient va être couché sur le dos. Je préfère la position avec les genoux pliés pour avoir une certaine relaxation dans le système. On veut essayer d'aller chercher la position neutre pour chaque patient. Alors, pour certains patients, ça peut être complètement à plat sur la table. Dans le cas de ce patient-ci, compte tenu de sa syphose en thoracique, on doit aller chercher certainement au moins une serviette et demie. Peut-être que dans cette position-là, il y a peut-être un petit peu trop de serviettes, mais ce qui est très important d'aller chercher, c'est surtout d'avoir de la relaxation au niveau de la musculature antérieure, d'essayer de retrouver aussi un plan de visage qui est relativement neutre. Mâchoire relâchée, respiration normale, langue au palais, tous ces principes-là. Alors, pour venir chercher maintenant le recrutement des co-fléchisseurs,
On va avoir encore dans la même position, on peut utiliser soit le PBU ou seulement l'autopalpation ou bien moi-même qui palpe au niveau de sa région. Alors, je vais lui demander de venir faire un mouvement de flexion crânio-vertébrale pour aller solliciter ses co-fléchisseurs. Ses co-fléchisseurs, mais ses fléchisseurs profonds. Alors, on veut, parce que le long du cou aussi est impliqué dans cette contraction-là. Alors, je peux lui demander de faire, de penser à faire un petit hochement de tête, de penser à glisser aussi son occiput vers le haut, ce qui veut dire éloigner de ses pieds, d'accord? Toujours en ayant respiration normale, langue au palais, mâchoire relâchée. Et la palpation est très importante pour venir palper les sternos, les scalènes, pour s'assurer qu'il n'y a pas de contraction à ces niveaux-là. Le PBU peut être utilisé, alors le Pressure Biofeedback Unit. Alors, il est roulé comme démontré ici en 3 sections. On doit monter le mammomètre à 20 mm de pression en position relâchée. Le patient va essayer d'aller recruter par incrément de 2 mm. Alors, 20 à 22. On lui demande de pouvoir maintenir cela pendant 10 secondes. S'il est capable de le maintenir pendant 10 secondes, on voit s'il est capable d'aller recruter à 24 mm. Alors, dans notre évaluation, c'est ce qui se passe avec le patient. 20, 22, 24 mm, 26 mm. On a déjà parlé d'aller jusqu'à 30. Cliniquement, moi, je trouve que les patients ont beaucoup de difficultés de se rendre beaucoup plus haut que 26, à l'occasion de 28 mm de mercure. Le PBU, idéalement, il serait supporté sur un appareillage. Là, dans nos cliniques, c'est pas fonctionnel. Fait qu'on peut voir comment est-ce que le patient peut fonctionner de cette façon-là. Sinon, je l'utilise plus pour moi. Alors, je regarde ce que le patient peut faire, puis je peux lui demander aussi par la suite de simuler. Alors, je lui demande, je lui enlève le cadran, il ne voit pas le cadran, puis je lui demande, est-ce que tu es capable d'aller rechercher, disons, un 24 mm de mercure? Et puis, à ce moment-là, je vérifie s'il obtient le 24. S'il ne l'a pas, je lui montre le cadran, je lui montre qu'il est à combien. Je lui dis, es-tu capable d'aller chercher le 24 mm? Parfait, on enlève le cadran, on lui demande de répéter. On travaille ça de façon proprioceptive pour qu'il puisse travailler à la maison sans le PBU. Je vais lui redemander par la suite à la maison de répéter la même chose. Alors, le positionnement, une surface ferme, les genoux pliés avec la hauteur que je lui ai demandé d'utiliser, soit une serviette ou 2 serviettes. D'accord? Alors, pour les co-fléchisseurs. Pour les courts extenseurs, qui sont aussi des muscles stabilisateurs importants, alors je vais utiliser la même position de repos. Ce que je vais lui demander de faire, c'est dans l'image de gauche, j'ai ma tête ma main qui fait une légère flexion crânio-vertébrale. Je lui demande de faire une extension crânio-vertébrale. Ma main gauche vient palper sa région mi-cervicale pour s'assurer qu'il n'y a pas de contraction au niveau de ces longs extenseurs, pardon. Il peut, dans la diapositive de droite, faire une auto-vérification. Fait qu'à la maison, il pourrait palper et s'assurer qu'il est capable de faire son extension crânio-vertébrale. Puis la même chose, on veut qu'il soit capable de maintenir pendant 10 secondes la contraction. Je n'avais pas mentionné que pour les co-fléchisseurs, la progression à la maison, c'est qu'on veut qu'ils soient capables de répéter la contraction 10 répétitions de 10 secondes. C'est le même principe pour les co-extenseurs. 10 répétitions de 10 secondes, 2 à 3 fois par jour. On parle qu'on pourrait utiliser aussi d'autres modalités pour nous aider, le stimulateur électrique. Moi, je ne l'utilise pas. Je trouve que ça sollicite trop les extenseurs superficiels. J'utilise d'autres principes. On pourrait utiliser aussi, est-ce que mon patient est capable de partir, disons, d'une position, n'importe quelle position, et de revenir à la position neutre. Maintenant, pour aller chercher plus en termes de contrôle, donc on va aller chercher la progression dans notre stade 1, on va aller chercher nos co-fléchisseurs dans différentes positions pour être capable de voir s'il est capable de maintenir la position. Alors, une des premières choses qu'on va faire ici, c'est qu'est-ce qu'il est capable de maintenir avec un positionnement au niveau des omoplates, avec une position aussi au niveau de l'extension thoracique. Alors, tout le temps en maintenant sa position de fléchisseur profond.
On veut savoir aussi s'il est capable de faire la même chose en décubitus ventral. Alors, on lui demande d'aller recruter les co-fléchisseurs en décubitus ventral, dans la position, dans l'image de gauche. Puis la progression, est-ce qu'il est capable de venir faire les co-fléchisseurs avec charge? Donc, on lui demande de voir s'il est capable de maintenir la position de sa tête. Donc, il fait juste, il imagine qu'on lui glisse juste une feuille de papier sous le front. Donc, je ne veux pas avoir d'augmentation de tonus dans la région dorsale ou lombaire. On peut utiliser, c'est aussi documenté, qu'on pourrait avoir un livre qui serait sous le front, puis le patient pourrait venir avec ses mains glisser le livre. Donc, même chose, flexion donc une action des co-fléchisseurs et juste de soutenir le poids de la tête. Alors, dans cette position-là, on ne travaillera pas le 10 x 10 secondes. On peut travailler au début, mais ce qu'on va vouloir obtenir éventuellement, c'est une position d'entraînement qui va aller jusqu'à 3 minutes. Alors, c'est sûr que je ne pas ça avec le patient, mais je vais progresser vers lui demander de faire une répétition de 3 minutes. D'accord? J'ai d'autres progressions que je peux rajouter encore à ces différents exercices-là. Alors, je pourrais demander ici à mon patient, avec le PBU ou sans PBU, de maintenir la position de flexion des co-fléchisseurs et de venir chercher des mouvements avec les bras. Alors, je le fais avec en fonction de qu'est-ce que le patient a besoin d'utiliser, mais ça peut être aussi dans différentes positions. C'est sûr que c'est plus facile en décubitus dorsal parce qu'il n'y a pas à prendre conscience de sa région thoracique, lombaire, puis il y a un appui au niveau de la tête. Quand on commence à le demander en position assise ou debout, puis qu'on rajoute des mouvements de bras, on rend l'exercice plus difficile. Fait qu'ici, j'utilise des mouvements des patrons de PNF. Je peux utiliser aussi avec un poids. Fait que des mouvements qui seraient unilatéraux ou bilatéraux, réciproques, alternés dans différents plans. Je pourrais progresser aussi, comme je disais tantôt, soit en couché sur un rouleau, sur un bossu. Je pourrais le faire aussi de façon assise, supportée ou non supportée. On pourrait le faire à genoux. On pourrait le faire à quatre pattes. On peut le faire sur une planche d'équilibre, sur un ballon, sur le dos, sur le ventre. Alors, différentes positions qui rendent ça de plus en plus difficile. On le voit ici, le patient, mon image de droite qui est en position de traitement. Alors, très fréquent chez les physiothérapeutes d'aller chercher une extension crânio-vertébrale, alors de voir si je suis capable de venir faire ça en position neutre. Alors, les progressions peuvent être faites avec de plus en plus de résistance. On peut utiliser à l'occasion aussi des therabanes au niveau de la tête. Alors, garder le nœud, se déplacer le corps. Avec différentes choses. J'aime beaucoup utiliser aussi avec charge, mais à ce moment-ci avec des plans inclinés. Fait que je pourrais travailler avec de façon plus verticale, puis progresser vers la position horizontale. Fait que mon patient ici, dans ce cas-ci, fait ses fléchisseurs profonds, mais on lui demande de soutenir le poids de la tête. Alors en position inclinée, et progressivement en descendant vers le zéro. Les gens, quand ils sont rendus à zéro, le cou, il tremble toujours, mais c'est un très bon exemple pour leur démontrer comment est-ce que c'est très difficile de faire, entre autres, un sit-up que les gens sont très axés à vouloir faire, puis qui crée souvent beaucoup de problèmes cervicaux. Même se lever de la position couchée peut irriter un cou. Dans les différentes progressions par la suite, on peut aller chercher encore là différents patrons de mouvement. Alors, on veut toujours s'assurer qu'on bouge de n'importe quelle façon. Est-ce que je suis capable de garder mon neutre ou est-ce que je suis capable d'aller chercher une bonne position? Fait que même quand je viens faire mes mouvements de flexion latérale ou de rotation, est-ce que je suis capable de garder, disons, mon neutre au niveau de la région cervicale? Donc, pas aller chercher un cisaillement antérieur ou postérieur. Ensuite, je peux l'intégrer dans différentes positions. Encore là, comme on a parlé tantôt, en position assise, en position inclinée, comme un physiothérapeute.
Je peux aller voir aussi dans différentes positions par rapport aux positions de travail pour notre patient ou des positions de sport. Alors, on peut s'imaginer que, disons, un kayakiste qui est en position de kayak puis qui est en position d'effort au niveau des bras, on veut qu'il soit capable de maintenir encore là le neutre au niveau cervical. Quelqu'un qui joue au volleyball, même chose, il doit être capable de maintenir sans faire un cisaillement dans la région mi-cervicale quand il vient faire une touche. Alors, c'est là maintenant où est-ce que la dernière étape va être très importante. Alors, la conscience kinesthésique pour un patient. Alors, on va être capable, on veut qu'il soit capable de trouver c'est quoi sa posture neutre. Ça, c'est une chose qui est très importante. Puis, on va voir comment est-ce qu'on va intégrer toute la kinesthésie dans la réhabilitation de notre patient. Alors, comme discuté, on voit que la posture, on peut avoir à la réentraîner dans différentes positions. Alors, en position assise, en position inclinée, en position à quatre pattes, dans toutes nos fonctions, on doit être capable de retrouver toujours notre position neutre. Notre sens kinesthésique va être, dans le fond, la dernière étape qu'on va vouloir réentraîner. Alors, ça a été bien documenté que tout ce qui était proprioceptif avait un gros impact suite aux blessures, soit aux accidents véhicules moteurs ou même en présence de douleurs chroniques. Puis on voit qu'il y a un lien qui est très important entre l'œil, le système vestibulaire et la région cervicale. On va vouloir être capable de maintenir notre équilibre lors des différentes positions, lors des changements de base de support, puis lors du repositionnement de la tête. Demander de suivre une de ces lignes-là sur le tableau ici et de revenir aux positions de départ. Je peux lui demander de faire la même chose vers la flexion ou l'extension ou dans des directions obliques. Donc, je veux voir qu'il soit capable de tracer la ligne sans osciller de droite à gauche ou de haut en bas sur cette ligne-là. Je peux lui demander aussi de faire du repositionnement avec les yeux fermés. Donc, si j'ai mes yeux fermés, je vais lui demander, le laser fixe le point centre, disons, je vais lui demander tourne ta tête et reviens à ce que tu crois qui est le centre. Donc, je veux voir s'il est capable de revenir à son centre. On va retravailler, je lui demande ouvre tes yeux, puis on va lui demander de corriger. Donc, on va retravailler beaucoup la proprioception qui réapprenne qu'est-ce qui est le neutre. On va faire la même chose encore là avec la flexion-extension ou avec les diagonales. Je peux lui demander aussi des choses un peu plus complexes. Lui demander de garder la tête qui est fixe et de suivre un objet avec mes yeux. Donc, je pourrais être devant lui et lui faire suivre un crayon en gardant la tête fixe. Je peux lui demander aussi de garder les yeux fixes et de bouger la tête. Donc, il doit fixer un point et bouger sa tête. Lui demander ses yeux qui bougent et ensuite la tête qui suit. On peut refaire la même chose aussi avec, si vous regardez ici l'image de droite, le patient est en rotation, donc on a déjà engagé des récepteurs au niveau du cou, et là on peut lui demander de refaire les différents exercices. Donc on peut s'imaginer que si le patient est problématique en rotation gauche, puis qu'on lui demande de refaire ça, souvent on a un changement important. Pour l'image ici à gauche, ce qu'on lui demande, c'est de faire un déplacement du corps et de garder le laser fixe sur un point. Donc, il doit compenser encore là avec sa région cervicale. Puis on voit que ça s'applique très bien avec les différentes tâches fonctionnelles dans la vie de tous les jours. Fait qu'on peut utiliser vraiment le laser de façon conjointe à intégrer dans notre plan de traitement. Fait que dans notre approche thérapeutique, on voit qu'on peut avoir à utiliser la thérapie manuelle, on peut avoir à faire des étirements ou des mobilisations neurales, on peut vouloir renforcer les différents muscles faibles, mobiliser les différentes structures articulaires restreintes et le traitement kinesthésique de façon vraiment intégrée. Puis comme je vous expliquais au début, c'est pas une ligne claire quand est-ce qu'un commence puis que l'autre débute, quand est-ce que l'autre se termine. On va utiliser tout de façon conjointe. Je vous remercie.